Alors, merci également, Monsieur Benos. Moi, j'ai juste une remarque sous forme d'explication. Vous avez parlé effectivement de la dynamique des territoires qui, sous différents aspects, peut influencer le développement d'un département, d'une commune ou d'autres. Mais dans la comparaison des chiffres que vous avez pris sur l'INSEE, Oui, vous avez utilisé les données de 2020. oui. Alors, 2020, c'est l'année où on venait de sortir de la crise Covid et on sait que ce n'est pas un fonctionnement normal et que ça peut influencer un certain nombre d'aspects. Et j'aimerais savoir, puisque à cause du Covid, par exemple, il y a eu quand même un mouvement de citoyens de certaines villes vers la ruralité, en gros, Hmm. dans certains départements du Sud, y compris Castres et d'autres, comme le Lot. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu un départ des populations vers Castres? Ça permettra peut-être de mieux comprendre Hmm. que, que malgré tout, les gens ont envie d'aller habiter à Castres et que la Ouais. problématique de désenclavement que vous avez expliqué sur tous ces angles n'est pas une réalité. Parce que dans l'étude, je n'ai pas vu qu'il y a des éléments extérieurs, en fait. Ça veut dire Hmm. que vous vous êtes basé sur un mouvement interne à un département. Donc, le volet extérieur, comment vous l'analysez, celle-là? Ouais, je vous remercie. C'est une question que l'on est nombreux à se poser. Mm. Je réponds rapidement, simplement sur 2020. En fait, c'est pas moi qui ai pris ces chiffres, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur INSEE, comparateur de territoire. Hein. C'est très simple à utiliser. Chacun met une commune et puis une autre, etc. Et en fait, actuellement, les comparateurs de territoire proposent les données 2014-2020. Voilà, donc c'est pour ça. En 2024, aujourd'hui, on fait ça. Et puis 2020 est présent, mais c'est sur l'évolution 2014-2020. Donc finalement, l'effet Covid n'est pas pris en compte parce que c'est des données récoltées en général en 2021 ou 2022. Donc pour ça, je peux vous rassurer sur cette partie-là. Par contre, effectivement, il y a cette grande question, on en a beaucoup entendu parler, donc de l'attractivité des zones hors métropole, on pourrait dire, suite au Covid. Euh, alors, il y a plusieurs programmes nationaux qui ont été conduits récemment et publiés. Il y a des synthèses, notamment les programmes POPSU, ça s'appelle, notamment, je pense à cela, mais Oui. euh, il se trouve qu'en fait, les conclusions semblent montrer quand même qu'on est sur des effets très, très faibles, en tout cas dans les régions du sud-ouest de la France. C'est-à-dire qu'il y a sans doute eu davantage d'emballement médiatique autour de ces afflux de population, effectivement, dans certains coins qui ont été très concernés. On pense notamment à la Creuse, au sud de la région parisienne, par exemple, dans le sud-est également. Peut-être que en dehors des axes de LGV, les effets ont été moindres. En tout cas, pour la région Occitanie, il semble que ce soit même très, très faible, voire complètement insignifiant. On a fait le point récemment avec plusieurs statisticiens sur la question. Je ne connais pas d'études précises, mais pour le Tarn, il n'y a absolument, a priori, quasiment pas, alors je prends des précautions, hein, mais d'effets, en fait, suite à ces recompositions-là. Par rapport à la relation intérieure-extérieure, vous avez raison de le souligner, hein, le Tarn, il y a une très forte mobilité intérieure, en fait. On est quand même sur un département, effectivement, où les gens, par exemple, on a dans les statistiques des mobilités, est-ce que les gens partent à plus de 10, 15 km, 25, etc. dans leur vie? Et là-dessus, c'est vrai qu'on est sur un département, notamment sur le bassin Castres-Mazamet, où les gens bougent de commune à commune, finalement, mais restent globalement dans le même bassin de vie, effectivement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas attractif, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de signe précis. On peut imaginer que s'ils font ça, c'est peut-être parce que pour se déplacer, aller à l'extérieur, il y a peut-être des problématiques à régler, comme la question des transports. Oui, Mais je comprends hein, tout à fait. voilà. Mm. Mais on peut aussi se dire que c'est parce qu'il y a une qualité de service et d'équipement qui est présente. Et c'est pas simplement le jeu hein, de l'opposant et de la autoroute. C'est pas seulement ça. Au-delà de ça, c'est quelque chose qui est souligné dans les synthèses départementales, régionales. Hein. Le bassin Castres-Mazamet, en fait, ça a une morphologie, il y a une morphologie urbaine en fait assez particulière qui fait qu'on a deux villes un peu importantes, puis
un réseau, un petit maillage de villes de 5000, 6000 habitants, puis plusieurs de 2500. Et en fait, on a des centres d'équipement en service, en accès à la culture, en loisirs, et finalement, avec une économie résidentielle basée sur des services à la personne notamment, on a quand même un cadre finalement qui fait que on peut tout à fait aller à la métropole quelquefois pour des sorties, pour des consommations, etc. Mais on arrive finalement à avoir les mobilités domicile-travail traduisent très bien le fait que ce bassin-là soit assez fort finalement sur lui-même, quoi. Oui, ça veut dire que Paradoxalement. l'aménagement des territoires, on peut l'avoir sous plusieurs angles. Oui, L'autoroute, c'est qu'une partie de l'aménagement du tout à fait. territoire. Et dans le choix de nos concitoyens, il y a la question des mobilités, mais il y a la question du confort, des loisirs, de l'école et plein de choses, des questions environnementales aussi. Tout à fait. D'ailleurs, le gros effet après Covid, c'est l'essor du télétravail, par exemple, hein, qui s'est démultiplié. Et là, aujourd'hui, les études montrent que la façon dont ça se traduit dans les stratégies résidentielles, c'est plutôt, euh, ça augmente plutôt la déconnexion entre la métropole où je travaille 2, 3 jours et mes jours de télétravail, je veux plus de connexion avec enfin plus de connexion, plus de connexion numérique sans doute, mais en tout cas, j'ai pas besoin d'être à côté ou d'accès rapide en fait. Il y a plutôt les études semblent montrer qu'il y a plutôt une dissociation entre deux lieux très clairs, celui du télétravail et celui de l'entreprise, qui celui-là est de la métropole, etc. Donc ça, en l'occurrence, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans une recherche de gain de rapidité dans l'accessibilité rapide ou autre, parce que finalement, le moment où je vais être dans mon télétravail et pour d'autres aménités que vous soulignez, hein, le loisir, la nature, la culture, les amis, etc., la famille, eh ben en fait, là, que je sois un quart d'heure, demi-heure, 3 quarts d'heure, il semble que ce ne soit pas un critère déterminant. Là, on peut voir les travaux de Magali Talandier très récents là-dessus. Alors, merci aux différents intervenants. Et je voulais juste rajouter à ce que M. Milanesi a dit par rapport à l'utilité de la science et le service public, c'est-à-dire comment la science peut finalement mieux aider les politiques à avancer dans ces projets, surtout quand il s'agit euh, de projets qui vont durer dans le temps. Je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut que le Parlement s'en saisisse. Et c'est peut-être aussi le rôle de l'OPEX, c'est-à-dire l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et je garde la question pour ce volet-là. Et pour la commission d'enquête, nous continuons avec Madame la rapporteure. Je vous laisse la parole. Merci de toutes les interventions qui viennent d'être faites, et en particulier la dernière, ça ne minimise pas du tout celle précédente, mais en tout état de cause, ça démontre de façon très explicite que la question du désenclavement ou dans la question de l'enclavement, et je reprends vraiment à mon compte ce qui a été dit, c'est un sentiment. Et donc, contre des sentiments, eh bien, en effet, il faut des documenter, il faut des études. Et celle que vous avez présentée est particulièrement intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante qu'elle est disponible par tout le monde. Moi, j'ai fait la même recherche sur d'autres villes pour montrer que la présence d'une autoroute n'était pas nécessairement liée à un sujet de. Alors, je me suis contentée du volet économique, hein, donc une question de richesse du territoire, puisque là, lorsqu'on en parle, on ne parle pas de l'installation d'habitants, on parle également de l'emploi et des entreprises. Et donc, ce faisant, la démonstration est parfaitement faite que la présence d'une autoroute ne conditionne pas la richesse d'un territoire. Sinon, Perpignan ne serait pas aujourd'hui une des villes les plus pauvres de France, alors même qu'elle est non seulement au bord d'une autoroute, voie ferrée, et même en zone transfrontalière. Mais pour autant, parce que j'ai plein de questions, je pense que vous aviez présenté dans votre dans votre présentation, vous aviez indiqué que vous vouliez également parler de la compensation environnementale, qui fait partie d'une des questions de mon questionnaire. Et c'est d'autant plus intéressant et important que vous l'évoquiez, puisque juste après, nous allons avoir l'audition de l'autorité environnementale. Et donc, ce que vous pourrez dire permettra d'enrichir également les interventions qui vont être faites ensuite. Donc, si vous pouviez intervenir sur ce sujet-là,
ça serait vraiment bien. Merci. Et j'interviendrai après pour les questions, s'il en reste. Merci. OK. Alors, merci, Madame la rapporteure. Il y avait effectivement 2 questions de Monsieur le Président Jean Terlier. Il souhaitait poser à nos... Alors, Non, mais l'idée là, c'est qu'ils n'ont pas terminé, les scientifiques, par rapport à ce qu'ils devaient dire. Puisque en introduction, Christophe Cassou avait indiqué qu'il voulait évoquer la question de la compensation environnementale et que cela fait Ouais. partie de mon questionnaire. En fait, je voulais juste conclure sur cet aspect-là. On avait prévu de conclure sur cette notion de Ah. compensation. OK, Si OK. vous me laissez 5 minutes. Oui, je vous laisse la parole, mais comme vous le savez, on finit à 18h30 normalement. Oui, Donc, je vais Monsieur aller vite. Cassou, c'est à vous. Je vais aller vite, merci. Donc, cette histoire de compensation est en fait très, très importante parce que dans ce dossier, on se rend compte que la compensation carbone a été mise en avant comme étant la seule façon de prendre en compte les dégradations environnementales. Et de nouveau, cet argument-là ne résiste pas aux faits. Alors, je vais commencer par juste 1 minute sur expliquer les grandes caractéristiques de la compensation et ensuite m'appuyer sur le dossier de la 69 de manière très précise. Donc, les mesures de compensation, en fait, elles sont basées sur ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui est aujourd'hui très contesté par la communauté scientifique, étant donné la complexité des écosystèmes. Donc, en fait, on ne remplace pas les écosystèmes par une traduction comptable de ces services. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on ne tient pas compte en fait, des interactions entre les espèces, entre les synergies, et que l'on a un raisonnement qui est en silo. Et donc, le copier-coller, hein, qui est vraiment basé sur ce principe d'équivalence, le copier-coller, c'est une vision humaine, c'est même plutôt une illusion humaine, je dirais. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on peut commencer à évaluer les projets de compensation qui ont été démarrés il y a plusieurs années, au-delà de la 69, parce que les évaluations se multiplient, elles sont présentes dans la littérature scientifique, et toutes ces évaluations, à de très, très rares exceptions, elles confirment que la compensation n'est pas efficace. Les nouvelles plantations et les espèces générées par cette compensation, elles subissent de plein fouet les effets du changement climatique en matière de sécheresse, de parasites et d'incendies, et maintenant c'est bien documenté. Et donc les objectifs de compensation carbone qui ont été annoncés dans les projets passés sont aujourd'hui ratés d'un ou plusieurs ordres de grandeur. Alors, les dommages qui sont créés par des aménagements de type autoroute, en fait, ils sont immédiats, ils sont certains et ils vont durer. On le sait bien. Les effets de la compensation sont tout le contraire. Ils sont différés dans le temps, ils sont hypothétiques et ils sont impossibles à garantir sur le long terme. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très particulier en France, c'est que l'état sanitaire de nos écosystèmes est extrêmement préoccupant. Et donc aujourd'hui, communiquer sur la compensation, sur une forme de compensation à la façon à 69, je dirais, je pense que je vais employer un mot qui va peut-être choquer, mais c'est vraiment du greenwashing. C'est du greenwashing parce que les chiffres du ministère de l'Agriculture et du Haut Conseil pour le climat, je répète, tout ce que je dis est traçable. Ces chiffres-là indiquent que nos puits de carbone en France sont en train de s'effondrer. Ce n'est pas sont en train de s'effondrer, ils s'effondrent, avec une perte de près de 50% en une dizaine d'années. N'ont pas survécu à l'année 2022, qui est un avant-goût du climat de demain. Alors, pas celui de la fin du siècle, hein, c'est le climat de 2040-2050. Aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est que les points de bascule en termes d'écosystèmes deviennent de plus en plus probables et que les puits de carbone peuvent devenir, en quelques années, des sources de carbone. Et c'est ce qui doit vraiment nous alerter parce que c'est ce qui vient d'arriver en République tchèque. Là, en République tchèque, aujourd'hui, les forêts les écosystèmes constituent des sources de carbone. Et donc, dans ce cadre, chaque arbre compte. C'est comme le CO2, chaque arbre compte. Et les études nous montrent aussi, études satellites, études d'observation en France, dans les pays européens, elles nous montrent que les grands arbres meurent moins en lien avec le changement climatique et ils stockent davantage de CO2. Et il est donc essentiel de les préserver, car ils sont non compensables aux échelles qui nous intéressent.
Et pour ça, là, je vous invite à vraiment à visionner. La semaine dernière, il y avait un colloque à l'Académie des sciences qui s'intitulait « Urgence climatique, un tournant décisif », où il y a vraiment tous ces chiffres-là qui ont été bien exposés. Alors, pour finir sur la 69, cette compensation, elle est vraiment prise à la légère dans le projet à la 69, et c'est vraiment un bas mot. Comme l'atteste la surenchère sur le nombre d'arbres plantés par arbre abattu. Au début, on était un arbre abattu, un arbre planté. Maintenant, on est à 5. Et ce chiffre-là ne se trouve uniquement que dans un communiqué de presse d'Atosca et ne s'appuie donc en rien sur un cadre réglementaire. Alors, je ne parle pas ici des dérogations de la compensation des zones humides qui sera abordée par Jacques Thomas, je crois, demain, dont il est spécialiste. Je parle vraiment de cette compensation carbone. Donc, ce que montre la littérature scientifique sur cette compensation carbone, elle montre que dans tous les pays, et donc la 69, la France ne fait pas exception, la compensation permet aux acteurs de se dédouaner de leurs propres responsabilités par rapport à l'artificialisation des surfaces, aux enjeux fonciers et à l'atteinte de la biodiversité. Et donc le projet, en plus, ce projet à 69, il s'inscrit dans un cadre régional particulier. Et j'insistais au début dans ma présentation que en étant le local de l'étape, avec mes collègues également, je me suis intéressé dans le cadre régional particulier et j'ai participé également à ce qu'on appelle au GIEC régional, qui s'appelle dans Midi-Pyrénées le RECO, et qui donc fait une évaluation donc, des risques climatiques et également des émissions par secteur et propose également des recommandations pour s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Donc la 69 s'inscrit dans un cadre régional particulier et qui est encore plus exigeant parce que, en particulier pour la baisse des émissions de transport, parce que en Occitanie, les émissions de transport ne représentent pas 32% des émissions comme à l'échelle nationale, mais 40%. Et ça vient des chiffres de l'Agence régionale énergie et climat. Donc c'est extrêmement important parce que en fait, l'effort qui doit être fait par la région Occitanie est plus grand pour respecter la stratégie nationale bas carbone, pour respecter en fait la loi. Et donc, en fait, en discutant avec les différentes personnalités politiques, j'ai posé une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Quel secteur compenserait le dérapage du post-transport à cause de la 69 ? Afin de respecter le budget carbone de la région Occitanie, sachant aussi qu'il faut désartificialiser, qu'il faut dépolluer. Donc, dans la mesure où on a un budget carbone qui est fixé, s'il y a un excès d'émissions de gaz à effet de serre par la 69, comme je l'ai montré au début, puisqu'il a été chiffré économiquement à 50 millions d'euros, parce qu'il y a une non-compensation carbone via une atteinte à la biodiversité, via une atteinte aux services écosystémiques avec des grands arbres qui sont coupés, comment compenser? Est-ce que ça veut dire que d'autres secteurs seront impactés, c'est-à-dire d'autres développements ne seront abandonnés pour compenser cet excès de la 69? En tout cas, il ne faut pas sortir du cadre pour respecter la loi. Est-ce que la solidarité entre d'autres régions a été envisagée, a été discutée, a été anticipée dans ce cadre, dans la mesure où la France ne doit pas dépasser ce budget carbone? Donc, on ne négocie pas avec le budget carbone. Ce n'est pas un chiffre dans un fichier Excel. Ce n'est pas les 50 millions d'euros que je vous ai présentés au début, où en fait, il y a des paramètres et des coefficients multiplicateurs qui permettent de l'ajuster. On ne négocie pas avec les tonnes de CO2 dans l'atmosphère parce que chaque tonne de CO2 contribue à un réchauffement supplémentaire. Et le climat donc, se fiche complètement aussi de l'origine des émissions de CO2. C'est un gaz qu'on dit mélangé dans notre jargon. Et une molécule de CO2 qui est émise à Castres ou émise à Paris, en fait, elle fait le tour de l'hémisphère nord en 3 semaines, en moyenne. Elle passe dans l'hémisphère sud en 6 mois et elle fait le tour de la planète en 1 an environ. Donc, chaque tonne de CO2 compte. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel que de se pencher sur ce volet de compensation carbone, en fait, qui n'est nulle part, et en particulier dans la compensation, pas pour la compensation sur les zones humides, qui sera discuté demain, mais pour la compensation carbone. Merci. Alors, je vous remercie, M. Cassou.